En grandissant, Camille a toujours été l'enfant prodige de la famille, et tandis que je passais des heures à assembler des ordinateurs dans le garage, elle remportait des concours d'éloquence et se faisait élire déléguée de classe. Maman rayonnait de fierté à chaque fois que Camille parlait de son potentiel de leader et de ses projets pour révolutionner l'industrie technologique, et papa disait souvent « ta sœur a une vision » en la regardant présenter son projet d'entreprise au lycée, affirmant qu'elle comprenait ce qu'il fallait pour bâtir quelque chose de concret. Pendant ce temps, j'étais juste considérée comme le geek de service qui jouait avec ses gadgets toute la journée, et même lorsque j'ai commencé à travailler en freelance dans le développement web à 16 ans, gagnant plus que la plupart des adultes, la famille appelait ça de l'argent de poche, et me suggérait de me concentrer sur de vrais sujets, comme la classe préparatoire que visait Camille. Cette dynamique n'a fait que s'intensifier à l'université, car Camille a intégré HEC Paris tandis que j'ai choisi une faculté d'informatique publique pour étudier le code. Chaque réunion de famille devenait une vitrine pour les exploits de Camille en matière de réseautage, son stage chez Rothschild & Co, son admission dans des programmes d'entrepreneuriat exclusifs. Maman expliquait aux proches que Camille tissait des liens qui comptent, qu'elle bâtissait des relations avec de futurs PDG et des investisseurs en capital risque, affirmant que c'est ainsi que le vrai business fonctionne. Quand je mentionnais mes projets logiciels ou les applications que je développais, la conversation revenait rapidement sur la dernière mention honorifique ou le concours gagné par Camille. J'ai donc appris à rester silencieux lors de ces discussions, me concentrant sur mon code plutôt que sur la reconnaissance familiale. Après son diplôme, Camille a lancé sa start-up technologique en grande pompe, la famille a investi toutes ses économies, convaincue de soutenir la prochaine licorne de la French Tech, les journaux locaux ont couvert son événement de lancement et LinkedIn a été inondé de félicitations de notre réseau élargi. Lors du dîner de Noël cette année-là, papa a proclamé que l'entreprise de Camille allait tout changer, qu'elle avait le sens des affaires et la vision pour réussir. De mon côté, j'avais discrètement lancé mon propre cabinet de conseil en logiciel, travaillant avec des entreprises du CAC 40 pour optimiser leur infrastructure numérique, un travail hautement technique, extrêmement rentable et totalement invisible pour quiconque en dehors de l'industrie. Pendant que Camille tenait des conférences de presse, je résolvais des problèmes complexes pour des clients qui payaient des tarifs premium pour ma discrétion, mon compte en banque grossissait régulièrement, mais je conduisais la même vieille Renault Clio d'occasion et vivais dans un appartement modeste en banlieue. La famille supposait que je peinais à joindre les deux bouts en tant qu'informaticien freelance, et quand ils m'interrogeaient sur mon travail, je mentionnais quelques projets de programmation et changeais rapidement de sujet. La start-up de Camille, quant à elle, brûlait son capital à une vitesse alarmante, l'excitation initiale s'était dissipée face à la dure réalité de la concurrence, des défis de développement produit et des coûts d'acquisition client, mais la famille restait optimiste, convaincue que la formation d'élite de Camille finirait par payer. Maman rassurait les proches inquiets en disant que c'était juste des erreurs de jeunesse et que toutes les startups à succès passent par cette phase. 2 ans après le lancement, l'entreprise de Camille perdait de l'argent massivement, la levée de fonds initiale était presque épuisée et les investisseurs potentiels posaient des questions difficiles sur les prévisions de revenus et la viabilité du marché. Camille avait besoin d'une injection majeure de capital pour survivre. C'est à ce moment-là que j'ai agi. À travers un réseau de sociétés écrans et de véhicules d'investissement, je suis devenu le plus grand investisseur anonyme de Camille. L'injection de 120 millions d'euros est arrivée via un prestigieux fonds de capital risque spécialisé dans la tech. Pour Camille et la famille, cela ressemblait à une validation de la part des acteurs les plus respectés de l'industrie. Je savais que Camille attirerait des investisseurs sérieux. Papa a célébré l'annonce du financement en disant que c'était exactement ce qu'on attendait de quelqu'un avec son parcours. Les termes de l'investissement étaient structurés pour me donner un contrôle significatif sur les décisions de l'entreprise tout en maintenant un anonymat complet. Camille croyait avoir convaincu des investisseurs institutionnels sophistiqués de soutenir sa vision, alors qu'en réalité, elle était financée par son petit frère soi-disant raté qui ne comprenait rien au vrai business. L'ironie était parfaite, chaque réunion du conseil d'administration, chaque décision stratégique, chaque orientation majeure de l'entreprise était finalement sous mon contrôle. Camille présentait ses plans à des investisseurs qu'elle pensait être en train d'évaluer son sens des affaires, sans savoir que le décideur principal était quelqu'un qu'elle avait rejeté comme un entrepreneur de pacotille. Le succès du financement de Camille a élevé son statut au sein de la famille à un niveau quasi-célébrité, chaque rassemblement devenait une occasion pour elle de partager des mises à jour sur son entreprise révolutionnaire et les investisseurs sophistiqués qui croyaient en sa vision.
Elle expliquait aux proches impressionnés que ces investisseurs incluaient certaines des personnes les plus prospères de l'écosystème tech, qu'ils ne fournissaient pas seulement du capital, mais une guidance stratégique issue de décennies d'expérience. La famille buvait ses paroles. Camille était devenue leur preuve que le travail acharné, une éducation prestigieuse et les fondamentaux du commerce menaient inévitablement au succès. Elle représentait tout ce qu'ils croyaient sur la réussite et la reconnaissance. Pendant ce temps, mon succès réel restait complètement invisible, mon cabinet de conseil était devenu une opération de plusieurs millions d'euros avec des clients sur 3 continents, j'avais développé des logiciels propriétaires que les plus grandes multinationales licenciaient pour des frais annuels substantiels. Ma fortune personnelle avait atteint des niveaux qui auraient choqué la famille, mais je gardais le même style de vie modeste et une attitude humble. Quand Camille parlait de la trajectoire de croissance de son entreprise et de ses relations avec les investisseurs, je hochais poliment la tête et posais des questions réfléchies, que la famille interprétait comme de la curiosité de la part de quelqu'un qui ne comprenait pas vraiment les affaires, plutôt que comme des perspicacités de quelqu'un qui contrôlait secrètement toute l'opération. Maman me disait en privé que c'était gentil de m'intéresser au succès de Camille et que je pourrais peut-être apprendre quelque chose sur le vrai business en la regardant travailler avec des professionnels. La réunion de famille qui a tout changé a eu lieu un dimanche pluvieux de novembre. Camille était de plus en plus stressée par les performances de l'entreprise, bien qu'elle maintienne une façade optimiste pour la famille. Les derniers trimestres avaient montré des résultats décevants et le conseil d'administration, c'est-à-dire moi via mes représentants, posait des questions difficiles sur la direction stratégique. Mais ce soir-là, Camille était en mode présentation totale, elle revenait d'une conférence où elle avait été sélectionnée comme étoile montante de la tech et avait participé à un panel sur les femmes entrepreneurs. La famille était dûment impressionnée et impatiente d'entendre les détails de sa reconnaissance grandissante dans l'industrie. Camille expliquait, en gesticulant avec enthousiasme avec son verre de vin, que les opportunités de réseautage étaient incroyables, qu'à ce niveau, on se connecte avec des investisseurs et des entrepreneurs qui comprennent comment bâtir des entreprises sérieuses. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction avec ce qu'on ne pouvait décrire que comme de la pitié mêlée de condescendance, disant que c'est un monde complètement différent de ce que la plupart des gens comprennent du business, qu'il faut penser stratégiquement, comprendre les dynamiques de marché, gérer les relations investisseurs et bâtir des systèmes évolutifs, et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre juste en jouant avec des ordinateurs. Papa a hoché la tête sagement, disant que c'était la différence entre le véritable entrepreneuriat et les passe-temps que les gens appellent des entreprises, et maman a renchéri en disant que Camille avait appris les fondamentaux à HEC et qu'elle comprenait comment travailler avec des investisseurs sérieux qui attendent des opérations professionnelles. J'ai continué à manger calmement, posant occasionnellement des questions sur des aspects spécifiques de la performance de son entreprise, questions que la famille interprétait comme un intérêt fraternel plutôt que comme les demandes de quelqu'un ayant accès aux rapports financiers détaillés et aux minutes du conseil d'administration. Puis Camille a fait le commentaire qui a scellé son destin, en me regardant droit dans les yeux. Elle a dit que le truc avec le vrai business, c'est qu'on ne peut pas faire semblant, que soit on comprend comment travailler avec des investisseurs institutionnels et bâtir des opérations à grande échelle, soit on joue juste à l'entrepreneur avec son petit truc en ligne. La table a éclaté d'un rire approbateur, même notre tante habituellement diplomate a rejoint l'accord général selon lequel Camille avait parfaitement capturé la différence entre le business sérieux et le bricolage amateur. Arrête de jouer à l'entrepreneur, a annoncé Camille avec finalité, ton petit truc en ligne n'est pas du vrai business. Tout le monde a ri plus fort, j'ai hoché la tête calmement et répondu, compris, mais intérieurement, je composais déjà l'email qui allait tout détruire. J'ai passé la nuit de dimanche à passer en revue les dossiers de l'entreprise de Camille. En tant qu'investisseur majoritaire, j'avais accès à chaque document financier, chaque présentation au conseil, chaque plan stratégique. Les chiffres racontaient une histoire brutale. Malgré l'injection de mes 120 millions d'euros, l'entreprise perdait toujours de l'argent à un rythme insoutenable. Camille avait utilisé l'investissement pour se développer rapidement sans régler les problèmes fondamentaux du modèle économique. Le revenu par client restait bas, les coûts d'acquisition grimpaient et la pression concurrentielle s'intensifiait. L'entreprise avait besoin d'une autre levée de fonds majeure dans les 6 mois où elle ferait face à de graves problèmes de trésorerie. Plus important encore, le conseil s'inquiétait de plus en plus des décisions stratégiques de Camille. Plusieurs recrutements clés avaient été des désastres, les délais de développement produit étaient constamment manqués et des partenariats avaient échoué à cause d'attentes irréalistes. Les investisseurs, c'est-à-dire moi,
avait été patient, mais la patience s'épuisait. Lundi matin, j'ai envoyé un email soigneusement formulé à l'associé gérant du fonds de capital risque qui servait de façade à mon investissement, écrivant qu'après un examen attentif des données de performance récentes et des préoccupations stratégiques soulevées lors de notre dernière réunion, je croyais qu'il était temps de reconsidérer notre position, demandant d'initier le processus pour un retrait complet de notre participation de 120 millions d'euros et le transfert des fonds vers nos comptes principaux avant la fin de la semaine. L'email était professionnel et dévastateur. Retirer 120 millions d'euros d'une start-up ne ferait pas que l'endommager, cela la tuerait, aucun autre investisseur n'interviendrait pour remplacer ce niveau de financement, surtout après un vote de non-confiance aussi dramatique de l'investisseur principal. En quelques heures, le fonds avait contacté Camille pour programmer une réunion d'urgence du conseil. Camille m'a appelé mardi matin, sa voix ayant perdu toute son assurance habituelle, disant qu'il se passait quelque chose de bizarre avec les investisseurs, qu'il voulait une réunion le lendemain et parlait de repositionnement stratégique et de réallocation de capital. J'ai exprimé une inquiétude appropriée, demandant si c'était lié aux chiffres trimestriels, ce à quoi elle a admis ne pas savoir, disant que la performance n'avait pas été parfaite mais qu'il construisait pour le long terme et que les vrais investisseurs devraient comprendre ça. La réunion du conseil de mercredi a été brutale, les représentants du fonds, agissant sur mes instructions, ont présenté une analyse complète des problèmes de l'entreprise, soulignant des projections de revenus irréalistes, une mauvaise gestion des coûts et une exécution stratégique défaillante. L'associé principal a expliqué qu'ils avaient été patients mais que leur analyse indiquait des problèmes fondamentaux et qu'ils ne croyaient pas qu'un investissement supplémentaire serait productif. Camille a riposté avec des présentations sur les opportunités de marché et sa vision, mais les chiffres étaient indéniables, l'entreprise brûlait du cash sans générer de croissance durable. L'associé a annoncé le retrait de leur investissement avec effet immédiat pour réallouer le capital vers des opportunités plus prometteuses. Camille était abasourdi, disant qu'il ne pouvait pas retirer 120 millions du jour au lendemain, que l'entreprise s'effondrerait, mais l'associé a répondu froidement que leur responsabilité était envers leurs propres investisseurs. Jeudi, le bruit avait couru dans la famille que l'entreprise de Camille faisait face à une crise, que ses investisseurs sophistiqués avaient soudainement retiré leur soutien. Maman a convoqué une réunion de famille pour vendredi soir, annonçant qu'il fallait aider Camille à traverser cette épreuve, affirmant que même les meilleurs entrepreneurs font face à des revers quand les investisseurs ne comprennent pas leur vision. Le rassemblement ressemblait à un conseil de guerre, Camille était assise en bout de table, l'air épuisé mais déterminé, ayant passé la semaine à appeler frénétiquement des investisseurs potentiels. Elle insistait sur le fait que c'était un revers temporaire, que les investisseurs avaient pris peur à cause de problèmes à court terme mais que le modèle était solide. Papa hochait la tête en soutien, disant que Camille avait bâti quelque chose de réel. J'ai écouté tranquillement la famille discuter de solutions, oncle Robert suggérait ses contacts, tante Linda ses amis riches, maman et papa parlaient de liquider leur assurance vie. Le désespoir était palpable, car le succès de Camille était devenu central pour l'identité de la famille. Camille a alors dit, en regardant autour de la table, que ce dont ils avaient besoin, c'était de quelqu'un avec de l'argent réel qui comprend la tech, quelqu'un capable de faire un chèque de 50 ou 100 millions sans ciller. Elle m'a jeté un regard mêlé de frustration et de pitié, ajoutant que malheureusement, ce genre d'investissement requiert un capital sérieux et une expertise de l'industrie, et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre en jouant avec des ordinateurs. J'avais prévu de laisser l'entreprise de Camille échouer tranquillement pour lui donner une leçon professionnelle, mais sa condescendance continue m'a fait changer d'avis. J'ai dit doucement en fait, je pourrais peut-être aider. La table est devenue silencieuse, tout le monde me regardait avec scepticisme. J'ai continué en disant que je savais qu'elle avait besoin d'investisseurs sophistiqués, mais que je suivais son entreprise de près et que j'avais des idées. Camille a eu un sourire patronisant, disant que c'était mignon de proposer, mais que ça demandait des gens qui comprennent l'investissement institutionnel. J'ai dit « je comprends », puis j'ai sorti mon téléphone et appelé la ligne directe de mon conseiller principal chez Goldman Sachs. Bonjour David, ai-je dit quand il a répondu, je dois discuter de la liquidation de certaines positions pour libérer du capital pour une opportunité d'investissement direct. La famille me fixait avec une confusion croissante. J'ai continué, oui, je regarde pour investir directement dans une start-up tech, quelque chose dans la fourchette de 120 millions d'euros. La voix de David était assez claire pour que la table l'entende,
bien sûr, monsieur Martin. Compte tenu de la taille de votre portefeuille, un investissement direct de 120 millions représenterait environ 8% de vos avoirs actuels. La pièce est devenue totalement silencieuse. J'ai ajouté, aussi, je veux discuter de ma position existante dans Techflow Innovation. Je crois que je suis actuellement l'actionnaire majoritaire via le véhicule Meridian Capital, c'est exact? David a confirmé, c'est exact. Votre investissement de 120 millions via Meridian vous donne le contrôle de Techflow. Vous avez été le décideur principal sur toutes les questions stratégiques majeures. J'ai regardé Camille directement, dont le visage était devenu livide. David, ai-je dit, je voudrais programmer une réunion du conseil pour lundi. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre un rôle plus direct dans la gestion. Le silence qui a suivi a duré presque une minute. Camille me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Finalement, elle a balbutié, c'est pas possible. Je lui ai tendu mon téléphone. Tu veux lui demander pour la structure de l'investissement? Camille a pris le téléphone avec des mains tremblantes et a demandé confirmation. David a répondu patiemment que monsieur Martin était l'investisseur principal depuis sa levée de fonds, structurée via Meridian pour l'anonymat, mais qu'il avait toujours eu le contrôle et l'approbation finale. Camille a raccroché et m'a regardé avec un mélange de choc et d'horreur. Tu es l'investisseur, a-t-elle chuchoté. Je suis l'investisseur, ai-je confirmé? Tu contrôles mon entreprise depuis 2 ans. J'ai fourni le capital et la supervision stratégique, oui. Papa a parlé le premier, réalisant que mes questions lors des dîners servaient à vérifier si sa compréhension correspondait au rapport que je recevais. Maman secouait la tête, réalisant que mon petit truc en ligne générait des dizaines de millions par an. La réalisation frappait Camille, tout ce qu'elle avait dit sur les vrais investisseurs s'adressait à la personne qu'elle avait méprisée. Pourquoi? A-t-elle demandé. J'ai répondu qu'au début, je croyais en sa vision, et que l'anonymat servait à éviter de compliquer les relations familiales, mais qu'il était maintenant temps d'avoir des conversations honnêtes sur le succès et le respect. Les semaines suivantes ont transformé la dynamique familiale. L'entreprise de Camille ne s'est pas effondrée, je l'ai restructurée, mais le rôle de Camille est passé de PDG à chef de produit senior, avec des cadres expérimentés pour gérer les opérations. La famille a eu du mal à s'ajuster à la réalité que l'informaticien raté était un multimillionnaire qui finançait secrètement l'enfant prodige. Camille a pris la transition difficilement, mais une fois qu'elle a arrêté d'essayer de prouver sa supériorité et a commencé à apprendre avec humilité, elle a commencé à exceller. L'entreprise est devenue rentable en 6 mois. Quant à moi, j'ai enfin commencé à être honnête sur mon succès, la famille a découvert l'étendue de mes affaires. Le plus important n'était pas la reconnaissance, mais la leçon que le diplôme d'HC et le réseautage ne valent pas plus que l'expertise technique, et que le respect familial ne s'achète pas. Camille n'a plus jamais remis en question si mon truc en ligne était du vrai business, et je n'ai plus jamais laissé la famille assumer que leurs accomplissements les rendaient plus qualifiés pour juger le succès des autres, la comédie était terminée pour nous deux.